Bidi 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 bidi, va y avoir de l'action, Buck. Et oui, dans cette vidéo, on va parler d'un autre film culte, en tout cas pour moi c'est un film culte de science-fiction. On va parler de Buck Rogers au XXe siècle. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous les geeks, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur la TV 42. Cette vidéo, cette émission, c'est la dose de geek. Je suis Dose Geek et on se retrouve à nouveau ensemble pour faire le point sur nos passions. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de nos passions cinématographiques. Donc moi, j'ai toujours en mémoire ce fameux film que j'ai regardé quand j'étais petit à la télé. Je l'ai découvert à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, dans les années 80. Ce film incroyable, film de science-fiction déjà pour l'époque, qui rebondissait un petit peu sur la vague Star Wars et sur plein d'autres concepts comme Flash Gordon, tout ça. D'ailleurs, Flash Gordon, faudra qu'on en parle aussi. Flash Gordon, c'était une aventure assez géniale, un film aussi d'animation super bien fait. Et là, en l'occurrence, c'est un peu le même style, mais c'est un autre type de héros, plus astronaute, qui fait penser un peu aussi à dans le style et dans le développement, qui fait penser un peu aussi à l'univers de la planète des singes, où on suit comme ça des astronautes américains qui sont envoyés dans l'espace et qui sont perdus dans une boucle spatio-temporelle et qui reviennent sur Terre plusieurs millénaires plus tard. Et bien là, aujourd'hui, on va suivre les aventures d'un nouveau héros, du héros Buck Rogers. Alors, c'est pas un nouveau héros, hein, puisque c'est un héros américain qui existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années, hein, qui existait déjà, je dois dire, dans les années 40 ou dans les années 50. Je crois qu'à l'origine, c'était un héros de comics. Il y a eu beaucoup de comics à l'époque de science-fiction parce que les jeunes américains rêvaient de voyager dans l'espace, ils rêvaient de la conquête spatiale, d'où la naissance de héros comme Flash Gordon, comme Buck Rogers, qui avait des aventures interstellaires, des aventures dans l'espace sur d'autres planètes. Ça faisait rêver les petits gamins à l'époque, ça leur mettait des étoiles plein les yeux. Des héros comme John Carter sur la planète Mars, tout ça. Superman aussi, Superman c'était un personnage venu d'une autre planète qui revenait sur Terre. Donc voilà, tout ça, ça date pas d'hier, c'est pas tout frais. Il y a un long processus créatif, ce sont des personnages qui ont déjà beaucoup de bouteilles, et ça a mis du temps avant d'être adapté à l'écran de manière presque réaliste ou professionnelle, ou en tout cas de qualité. Et suffisamment de qualité pour qu'on s'y intéresse et pour que ça marque les gens. Donc là, on revient où on découvre ce film Buck Rogers au XXe siècle. Pour certaines personnes comme vous, enfin parmi vous qui ne connaîtraient pas ce film. Et d'ailleurs, j'en profite pendant que je débute cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, hein, encore une fois, c'est très important pour développer la grande famille de la TV 42. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et maintenant je continue sur Buck Rogers. Buck Rogers au XXe siècle, un film de 1979, film de David Haller, diffusé pour la première fois en France le 25 juillet 1979. Action, drame, science-fiction, un mélange effectivement de un peu tout, avec déjà un casting, ça rigolait pas à l'époque, hein, y avait du casting. Alors le synopsis, commençons par le commencement.
En l'an 1987, au centre spatial John Fitzgerald Kennedy, la NASA lança une dernière sonde spatiale américaine. La charge utile placée sur le cône supérieur de l'énorme fusée était un vaisseau d'exploration Ranger 3. À bord de ce minuscule astronef, un seul astronaute, le capitaine William Buck Rogers. Il allait être soumis à des forces cosmiques inconcevables dans un face-à-face terrifiant avec la mort. En un clin d'œil, tous ces systèmes biologiques furent gelés par des températures défiant l'imagination. Ranger 3 fut projeté hors de la trajectoire prévue vers une orbite 1000 fois plus vaste qui, après une complète révolution, devait ramener le vaisseau à son point de départ, la Terre, non pas en 5 mois, mais en 500 ans. Pendant 5 siècles, Buck Rogers dériva dans un univers où la réalité et le fantastique se fondaient dans un rêve hors du temps. C'est incroyable, hein, c'est génial, il savait écrire des histoires à l'époque. Ce film est mauvais. On regardera les critiques après par la suite. Alors il y a des images, déjà le casting, voir le casting complet. Gil Gerhardt, c'est le capitaine Buck Rogers. C'est dommage qu'on n'ait pas de photos, mais on en trouvera sur Google. Erin Gray qui joue la jeune femme officier dans le futur, qui l'accueille dans sa ville, dans sa cité futuriste, qui est magnifique, hein, une superbe femme très, très sexy, très sensuelle. Henry Silva qui joue Kane, qui incarne un personnage de méchant de civilisation extraterrestre qui doit affronter, enfin auquel est confronté Buck Rogers et l'armée humaine de la Terre du futur. Et après plein d'autres acteurs très... oui, Tiger Man qui est un homme de main, le roi Draco, il y avait aussi l'actrice qui joue la princesse Ardala, voilà, de la civilisation extraterrestre, qui est amoureuse de Buck Rogers, mais qui est une peste complète, peste totale, et des acteurs très beaux, enfin c'était superbe à regarder. Ça faisait penser un peu aussi à un film de James Bond, mais dans le futur. Parce que au niveau du générique, il y avait comme ça des pauses, je me souviens avec la musique, et qui faisait penser à une musique un peu style James Bond, et avec des silhouettes de femmes, dont notamment des silhouettes, la silhouette de cette actrice Erin Gray qui faisait des pauses lascives, un peu comme les James Bond girls dans les génériques de James Bond, et ça donnait un côté sexy qui était vraiment très très attrayant, très divertissant, très très séduisant pour un film de science-fiction qui est censé se dérouler dans l'espace. Un peu, ça fait penser aussi un peu à l'univers de Cobra. S'il y en a qui connaissent l'anime, le manga Cobra, ou qui est un peu comme ça aussi, c'est-à-dire un mec qui est dans l'espace, qui est un peu un mercenaire, un pirate de l'espace, et dans cet univers où il est entouré de femmes super sexy, tout ça, et ça donne un côté original, et on joue sur les émotions aussi, et très sexy, le côté sexy de l'espace, et c'était original pour l'époque, ce que ne faisait pas Star Wars encore. C'était ça le petit ajout, la petite valeur ajoutée de Buck Rogers, j'ai envie de dire. Donc on va voir cette vidéo que j'ai regardée, enfin que j'ai sélectionnée. J'espère qu'on n'aura pas de strike ou autre. On va voir si on risque ou pas. Pendant 5 siècles, Buck Rogers dériva dans un univers où la réalité et le fantastique se fondaient dans un rêve hors du temps. Cet homme a probablement 500 ans. Réaction neurologique positive chez l'étranger. Vous allez partir incessamment. Ah oui, où va-t-on? Vous rentrez chez vous. Chouette. Et il y avait beaucoup d'humour. Il se dirige tout droit vers le bouclier. Alors là, on est dans la cité futuriste sur Terre. Traversez un corridor qui mène à nos unités intérieures.
Cité La quoi? musique était géniale aussi. Comment allez-vous, capitaine Rogers? Vous croyez que je vais faire la causette avec une boîte? Vos vaisseaux n'ont pas tiré sur moi? Tout est possible, capitaine. Alors voilà, ça c'est la bande-annonce, enfin, qui est un mélange du générique et original. Je pense que c'était pour la sortie de l'intégrale en DVD. Donc on va revenir sur les photos. Voilà, le capitaine Buck Rogers, donc qui est, lorsqu'il est gelé dans l'espace pendant 500 ans, avant que son vaisseau soit fait prisonnier par la civilisation du roi Draco, dont lui c'est le superintendant, qui est joué par Henry Silva, qui avait une gueule, c'était une gueule de méchant au cinéma. Donc là, il est en phase de réveil, de décongélation. Je voudrais voir la princesse Ardala. Attendez, où est-ce qu'elle est? Ça, c'était Erin Grey. Cet homme a probablement 500 ans. Réaction neurologique positive. Cet homme a mal. Ah voilà, voilà la princesse Ardala, qui est aussi une actrice américaine très connue, hein, qui apparaît dans beaucoup de séries télé américaines, qui était très sexy aussi, très plantureuse, et qui se balade tout le temps, quasiment en petite tenue, en maillot de bain pendant tout le film et pendant toute la série, parce que c'est leur culture, c'est leur civilisation. C'est un peu une civilisation qui fait penser un peu, une culture qui fait penser à la culture d'Attila. Parce elle a un garde du corps, un homme de main qui s'appelle Tigerman et qui est habillé un peu qui est un géant et qui est habillé un peu comme Attila. Comme un Hun. Ces fameux guerriers des steppes. Mais transposés dans l'espace, dans le futur. C'est très bien trouvé. Et Vous ensuite... allez partir incessamment. Ah oui, où va-t-on? Donc là, ils l'ont capturé, donc ils l'ont étudié. Évidemment, la princesse Ardala, elle aurait bien voulu mettre la main dessus, elle en est amoureuse, mais le Draco n'est pas persuadé que ce soit le bon choix, donc il veut s'en débarrasser, donc ils vont le renvoyer sur Terre. Ils pensent que c'est un espion envoyé de la Terre. Chouette. Donc il le renvoie avec sa navette sur Terre. Où là, en fait, il va être Se dirige tout droit vers le intercepté bouclier. Chicago. J'ai l'objectif. par la nouvelle Space Force de la Terre, donc au 25e siècle, où il y a des femmes pilotes et des hommes pilotes, et notamment cette lieutenant Erin Grey, qui est jouée par Erin Grey, qui est tout aussi sexy que la princesse Ardala, et qui, effectivement, elle aussi, pourrait être intéressée par Buck Rogers. En tout cas, elle l'intéresse parce que... Enfin, Buck Rogers l'intéresse par son côté décalé, et parce qu'il est complètement perdu dans ce futur où il n'a plus aucun repère, et il a besoin d'un guide, il a besoin d'être guidé et cette jeune femme se propose de l'accompagner et de le guider dans cette nouvelle organisation. Donc voilà, très intéressant tout ça. C'est dommage, je ne suis pas tombé sur le générique, donc voilà le coffret DVD. J'aurais bien voulu retrouver le générique avec les différentes poses d'Erin Grey, tout ça, parce que c'était vachement beau. Mais bon, avec la musique et tout, je pense que ça n'aurait pas passé sur YouTube. Donc là, on a la fiche Wikipédia. Est-ce qu'on peut la traduire en français, peut-être? Clic droit, traduction, si possible. Toc. Donc, Jill Gerhardt, l'acteur de Buck Rogers, on l'a vu. Et Erin Grey, elle joue le rôle du colonel Wilma Deering. Ok. Cette série ce film a été initialement originellement produit par Glenn A. Larson, qui a coécrit le scénario avec Leslie Stevens, basé sur le personnage de Buck Rogers créé par Philip Francis Nolan en 1928. 1928. Donc vous voyez que ça date. Il a été réalisé à l'origine comme un pilote de télévision. Et oui, le premier film, il était réfléchi comme le pilote d'une série télé. Mais Universal Pictures a choisi de sortir le film en salle plusieurs mois avant la diffusion de la série télévisée suivante.
Donc il arrive en 2491, sa navette est retrouvée à la dérive dans l'espace par le vaisseau amiral extraterrestre Draconia, qui se dirige vers la Terre pour une conférence commerciale, sous le commandement de la princesse Ardala et de son aide de camp, Kane, ancien natif de la Terre. Roger s'est réveillé de son sommeil cryogénique et est interrogé, enfin, cryogénique involontaire, hein, et est interrogé par la princesse et Kane. La princesse Ardala est visiblement attirée par Buck, bien que Kane fasse en sorte que Buck soit replacé sur sa navette et renvoyé vers la Terre. Il s'avère que les Draconiens envisagent en fait de conquérir la Terre par le biais d'attaques de pirates organisées contre la flotte maritime terrestre, forçant la Terre à rechercher un traité avec les Draconiens et en ouvrant involontairement leur défense aux envahisseurs. Ils installent une balise à tête chercheuse à bord de la navette de Buck pour tracer un chemin à travers le bouclier de défense de la planète Terre. Buck est escorté à travers le bouclier de défense par le colonel Wilma Deering des forces militaires terrestres. Il atterrit dans la ville futuriste de New Chicago, où il est interrogé et apprend que la Terre a été reconstruite au cours des siècles pendant son absence à la suite d'un holocauste nucléaire. On retrouve toujours ce concept de l'holocauste nucléaire qui a eu lieu pendant son absence, un peu comme dans la planète des singes, et qui fait qu'il retrouve un monde totalement différent quand il revient sur Terre. Et d'ailleurs, il y a un épisode qui est très intéressant pendant le film, où à un moment donné, il essaye de s'échapper de la cité, où il veut un peu plus de liberté, et en fait, il veut retrouver l'ancien Chicago qu'il a connu, et retrouver la trace de ses parents, pour savoir où est-ce qu'ils ont été enterrés, qu'est-ce qu'ils sont devenus au moment de cet holocauste nucléaire. Et c'est là qu'en fait il découvre l'ancien Chicago, qui est en état de ruine, à l'abandon. C'est une zone désertique, un no man's land, une zone interdite, comme il l'appelle, qui est habitée par des ombres, des sortes de survivants mutants, qui déambulent dans les rues un peu comme des zombies, et qui le prennent en chasse, enfin qui attaquent tout ce qui passe par là pour des sortes de zombies cannibales en fait qui attaquent tout ce qui passe par là soit pour le tuer, soit pour le dévorer, enfin. Et donc heureusement il est accompagné par ce petit robot qui dit tout le temps bidi bidi bi, qui s'appelle comment il s'appelle déjà, faudra qu'on retrouve le nom, et qui le protège un peu, et par sa force et par ses capacités de robot. Et heureusement il est rejoint par les militaires de New Chicago qui arrivent à le sauver de l'attaque des mutants. Une grande partie de la Terre en dehors de la ville est désormais un désert désolé et radioactif. Voilà, le robot drone Twiki. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelait. Donc évidemment, par la force des choses, il va être enrôlé dans les forces terrestres et il va prêter main forte au colonel Deering, que finalement il trouve aussi séduisante, pour lutter contre les Draconiens et mettre à jour leur sombre projet. Et le design des vaisseaux était vachement bien fait. Inspiré par le succès massif de Star Wars l'année précédente, Universal a commencé à développer Buck Rogers pour la télévision. Dirigé par Glenn Larson, hein, qui a déjà produit et écrit pour différentes séries télé aux États-Unis, qui avait fait qu'est-ce qu'il avait fait d'autre, on le verra hein, comme série. Le film a reçu un accueil mitigé de la part des critiques. Et le film a rapporté 4 579 000 $ dès son week-end d'ouverture. Alors qu'il avait coûté au départ
budget de 3,5 millions de dollars. Donc au total, au box-office, il a rapporté 21,7 millions de dollars. Donc c'est un succès commercial, puisqu'il a largement remboursé les coûts, enfin l'argent qui a été investi au départ. Le film a été diffusé en vidéo et à plusieurs reprises depuis les années 80 et sorti en DVD dans le coffret de la série Buck Rogers au XXe siècle, sorti le 16 novembre 2004. Ceci remplaçait la version télévisée intitulée Awakening qui contenait des scènes différentes. La version télévisée du film est finalement sortie sur DVD en bonus dans un coffret réédité. Parce qu'effectivement, après le film, ils ont diffusé des épisodes de la série. Sauf que la série télé n'a pas eu le même succès que le film, donc au bout d'un moment, ils ont été obligés d'arrêter. C'est un peu comme l'âge de cristal finalement. Voilà, très belle couverture. La couverture, enfin l'affiche, fait un peu penser dans les poses, tout ça, avec cet élément central, tout ce qui explose comme ça en étoile, ça fait un peu penser à Star Wars. Est-ce qu'on a d'autres images? Non, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Le coffret DVD, voilà. Donc ça, c'est le scénario, on l'a déjà vu. Donc là, vous avez la liste des épisodes de la série télé. Je vous mettrai les liens dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez prendre le temps de tout regarder, de retrouver tous les épisodes, le détail de tous les épisodes. La série télé avait... Enfin, pour avoir regardé quelques épisodes, moi je trouvais qu'il y avait un peu moins de dynamique que dans le film. Le film est un bon condensé et pour moi le film se suffit à lui-même. La série télé en elle-même n'apporte pas vraiment de... Elle apporte plus de choses kitsch et ça n'apporte pas vraiment de trucs supplémentaires à ce qu'avait apporté le film. Glenn A. Larson, qu'est-ce qu'il avait produit déjà? Parce que ça va me revenir. Voilà, il est... qu'est-ce qu'il a produit déjà? Voilà, il a fait Magnum, L'homme qui tombe à pic, K2000, donc voilà, hein, c'est un poids lourd de la série télé américaine, Glenn A. Larson. Donc c'est un peu aussi pour ça que Buck Rogers a été un petit succès. D'après la bande dessinée de Philip Francis Nolans et Richard W. Calkins, déjà adaptée au cinéma en 1979, cette adaptation en série, la même année, se veut dotée de sacrés moyens, les décors, les vaisseaux notamment, les tunnels de lancement, ils ont repris tous les éléments du film. Tout ça est très proche de l'univers de Battlestar Galactica, c'est vrai, même dans le design des vaisseaux, d'où le même sens aigu du kitsch qui s'inscrit vraiment dans l'esprit des années 70. La grosse différence avec Galactica, c'est la nonchalance et l'humour évident de Buck Rogers qui fait mouche. Délicieusement kitsch, nous ne saurions dire si la puissance de la nostalgie nous fait regarder avec envie cette saison 1, mais cela fonctionne à plein régime. Que de bons souvenirs pour cette série fort sympathique. Alors c'est vrai que y a beaucoup d'humour dans cet univers de Buck Rogers et moi je trouve que j'adorais cet acteur, hein. Je trouve qu'il faisait très bien le boulot et il incarnait très bien le personnage tout en faisant des notes d'humour, des touches d'humour qui faisaient mouche à chaque fois et ça marchait, ça fonctionnait très bien. Un peu comme un Bill Murray dans SOS Fantôme ou dans le film là, Le jour de la marmotte. Voilà, je trouve que ça fonctionnait très bien. Alors là, on va arriver sur les critiques. Donc une critique que j'avais trouvée très intéressante,
critique faite par Reds sur Sens Critique, et qui résume assez bien ce qu'on peut retenir de Buck Rogers au XXe siècle. À la fin des années 70, des 70s, tout le monde se lance dans le space opéra spectaculaire suite à l'énorme succès de Star Wars. C'est ainsi qu'est créée une série télé Buck Rogers in the 25th Century, dont le pilote sera carrément sorti en salle. On y suit un astronaute arrogant et séducteur qui se voit dériver dans l'espace pendant 5 siècles, puis découvrir une Terre en proie à des menaces extraterrestres et les suites d'une guerre nucléaire. Et c'est ça aussi, c'est un mélange d'aspects sombres et de choses un peu plus drôles, de choses lumineuses aussi, de choses futuristes. C'est pour ça que je me suis bien retrouvé dans ce genre de film. Je retrouve les mêmes ingrédients que dans un Star Wars ou dans La Planète des Singes ou des choses comme ça. Il y a un scénario qui se tient en fait, c'est bien écrit. Et les dialogues cartonnent aussi. Et tout ça, très bien interprété par de superbes acteurs, très charismatiques. Malgré la gravité potentielle du sujet, le film se veut décontracté, jouant sur le décalage entre un héros fun et un futur trop sérieux. Un peu aussi comme Demolition Man, où on voit que Stallone, quand il arrive dans cette société futuriste, après sa cryogénisation forcée, il est complètement en décalage avec la société dans laquelle il arrive. Et c'est un peu comme Buck Rogers. Voilà, c'est la même problématique. Et ça crée des situations un peu comiques, effectivement. Des comiques de situation. Ça aide à faire passer la pilule, car le film n'a pas toujours bien vieilli. Une ambiance disco, des emprunts grossiers à Star Wars, les écrans de tir, les droïdes, plusieurs acteurs laissant à désirer, ou un format TV qui se ressent. Malgré ces éléments, le ton est donc sympathique, et le rythme soutenu, et l'ensemble n'ennuie pas. C'est vrai qu'il y a une bonne dynamique et un bon rythme dans ce film. Alors il y en a un, il dit « Je ne sais plus d'où vient ce film. S'agit-il d'une série télé qu'on a cinématisée, d'une bande dessinée à la fois Flash Gordon et Gardes Étoiles ? En tout cas, le résultat est assez pitoyable. » Alors bon, je suis pas d'accord avec cet avis-là. Par Alligator. Et il y en a un autre, c'est Moot70 qui dit « Ce film est mauvais. C'est kitsch à souhait, sexiste à mort, le scénario est totalement prévisible. » Ah là là. Non, je suis pas d'accord. Le scénario n'est pas prévisible, et c'est pas parce qu'on montre des femmes hyper sexy ou très belles, très plantureuses dans des tenues sensuelles. C'est pas forcément parce que moi je trouve que c'est très bien fait, c'est très esthétique. C'est fait, c'est pas lourd en fait. C'est pas fait de manière grossière. Et il faut pas tomber dans la critique facile en disant qu'automatiquement, c'est un film sexiste. Non, je suis pas d'accord. Parce que justement, au début, il est très arrogant, le héros, et en fait, il est très vite ramené les pieds sur terre, il est très vite il est très vite obligé de redevenir humble par la société futuriste, et notamment dans cette société, les femmes ont plus de pouvoir, enfin elles ont plus de rôles importants, elles occupent des postes importants, alors ce n'était pas le cas dans la société des années 80 qu'il a quitté en tant qu'astronaute. Donc voilà, donc ces critiques-là pour moi ne sont pas relevantes, ne sont pas judicieuses. Je préfère la critique faite par Redzing qui est assez objective et qui résume assez bien ce film. Alors évidemment, quand on parle de films de science-fiction, Star Wars ou autre, eh bien il y a tout un univers qui est créé, évidemment. Hein. Les Américains, ils font rien à moitié. Donc quand ils créent un film ou une série télé, ils créent tout un univers, il faut qu'ils créent des produits dérivés. Et donc il y a eu des jouets Buck Rogers. Et donc on peut voir ici catalogue de Noël, un autre scan d'un catalogue de Noël, celui-ci est la page J.C. Penney de 1980 qui présente les jouets Buck Rogers.
Le Laserscope Space Fighter n'a jamais été présenté dans la série télévisée, mais il est vraiment cool. Voici quelques informations supplémentaires sur ce jouet. Et on retrouve effectivement le robot Twiki aussi. Il manquait des détails significatifs. Et j'ai toujours le Space Case, la mallette de Buck Rogers, où il y avait des jouets à l'intérieur. C'est beau, hein? Ben, on retrouve un peu le même format de figurine que Star Wars. Et là, vous voyez les vaisseaux. En bas à droite, là. Les figurines, c'est exactement le même modèle, la même, on va dire, la même matrice que les figurines Star Wars. Ah, on voit le véhicule motorisé qui permettait d'explorer la zone interdite, effectivement. Les vaisseaux en bas, la photo d'en bas, qui était pas très chère. Donc avec cette forme significative, en blanc, le vaisseau des forces terrestres, et en marron, le vaisseau des forces draconiennes. Les vaisseaux pirates. Je crois que ça s'appelait les maraudeurs. Très intéressant tout ça. Et le personnage de Buck Rogers, effectivement, avec dans la combinaison blanche. 8,99$ le personnage, la figurine. Un peu moins cher la figurine Twiki. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, on les retrouve aussi sur Twitter X. Il y a des personnes, des fans, qui ont posté leur collection. Donc on retrouve les mêmes figurines, les mêmes objets. Il y a des personnes qui ont fait le choix de les collectionner. Et c'est un très bon choix parce que ça fait plaisir de les voir aujourd'hui intacts. J'adore la forme de ce vaisseau des forces terrestres. Je crois qu'on la retrouve aussi dans Battlestar Galactica ou dans d'autres films. Ça fait penser un peu à la forme delta des vaisseaux ou un peu aplatis. Ou je crois qu'il y en a aussi dans Star Wars qui sont un peu dans ce style-là. Le A-Wing notamment, qui fait penser un peu à ce style-là. Et ça, ce sont d'autres jouets. Ah, les Silverhawks. Waouh! Les Silverhawks. Faudra qu'on en reparle de ça aussi, les Silverhawks. Un très bon dessin animé. Et ensuite, j'ai aussi trouvé d'autres jouets inspirés de Buck Rogers sur Amazon. Donc vous avez la version Lego, mais c'est pas vraiment Lego parce que vous savez que vous avez aujourd'hui des fabricants chinois ou autres qui imitent Lego et qui vous permettent de faire des constructions exactement comme Lego, mais avec d'autres formes, des formes un peu différentes. Et là, en fait, ils vous proposent le modèle du vaisseau de Buck Rogers en version Lego, mais c'est pas estampillé officiel Lego. Hein. Donc ça peut être sympa. Ah ouais, avec la notice de montage et tout. C'est la version One Spitz Mach 48610 Buck Rogers Space Starfighter Ship Model. À 53,90$. Donc c'est un petit peu cher. Mais s'il y a des passionnés parmi vous, des collectionneurs, ça peut être intéressant. Il est assez bien noté, hein. Il y a des étoiles quand même. Il a une bonne note moyenne. Et ça peut être intéressant. Un peu fragile, mais il y a de bons détails, assez bien détaillés. Ok. Et donc on revient sur Glenn Hallarson. Et ça m'étonne, j'ai pas affiché de... j'avais une page... attendez. J'avais trouvé des... comics. J'avais trouvé une page de comics de Buck Rogers de l'époque. Parce que quand même, c'est les origines, voilà. C'est ça Buck Rogers à l'origine. Ah, superbe la statuette. La femme colonel avec le robot. Le robot était bien fait. Alors, la tête
est un peu bizarre. Ça peut faire penser à un objet un peu phallique. La tête du robot. Mais bon, ça reste bon enfant. À l'époque, les années 70, c'était plus bon enfant. On suggérait des formes dans les objets de la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Mais c'était l'esprit des années 70 où on s'en foutait un peu. C'était très libre. Donc voilà Buck Rogers, un peu style Flash Gordon hein, sur les bords, avec ses designs un peu rétro-futuristes, un peu art déco, avec le fameux aileron sur le casque, et puis ces vaisseaux qui se ressemblaient tous un peu en mode rocket. Ce sera l'occasion dans une prochaine vidéo de parler de Flash Gordon pour faire un peu le parallèle. Mais voilà, on retrouve, vous voyez, un peu... à quoi ressemblaient les comics. Alors, il y a eu plusieurs âges dans les comics. Il y a eu the Golden Age, l'âge d'or, the Silver Age, l'âge d'argent, et the Bronze Age, l'âge de bronze. Alors, je sais pas de quelle période les comics de Buck Rogers font partie. On va aller sur le site. Alors, voilà une couverture. Amazing Stories, voilà, ça faisait partie de ces fameuses revues, cette série qui s'appelait Amazing Stories, avec beaucoup d'histoires qui se passaient dans l'espace, ces histoires de science-fiction. Et donc Buck Rogers fait partie de ces âges d'or, puisqu'effectivement il a été publié pendant plusieurs décennies. Donc il fait partie des trois âges, du Golden Age, du Silver Age et du Bronze Age. Publié pour la première fois en janvier 1929. En même temps que Tarzan. Nolan a eu cette idée d'histoire dans l'espace en pensant que ça pourrait faire une bonne BD. Et après, au bout d'un an, la BD a été remplacée par la série du cowboy Buck Jones, que je lisais aussi. Mais Buck Rogers a continué son aventure. Il a continué à être publié dans différentes revues en parallèle. Donc ça, c'était les premiers épisodes, la première revue pendant le Golden Age, 1937. Oh là là. Alors là, on fait vraiment un voyage dans le temps, un peu comme Buck Rogers finalement. On voyage dans les années 30. Incroyable. Donc j'imagine qu'il a vécu de nombreuses aventures dans l'espace. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, il y a eu un épisode de Daffy Duck qui a été inspiré de Buck Rogers, et ça s'appelait Duck Dodgers au 24e siècle et demi. Je m'en souviens de ça, effectivement. Peut-être que vous l'avez vu aussi quand vous étiez petit. Ce fameux dessin animé où Daffy Duck, qui n'arrête pas de faire des gaffes, joue ce personnage de héros dans l'espace, Duck Dodgers. Alors là, est-ce qu'on est toujours dans l'âge d'or, 1954? Là, on est dans le Silver Age. Alors, vous voyez que l'uniforme était totalement différent, hein. On mettait des étoiles partout, un casque, des bottes, pistolet laser. C'est magnifique, ces couvertures. Ah ouais, avec la créature, le monstre sur la carlingue du vaisseau. Personnage de pieuvre dans l'espace. Flash Gordon aussi était un peu habillé comme ça, avec un pantalon et des longues bottes. Parfois un casque. Et ensuite, ça date de 1960. C'est génial. Il faudrait que j'arrive à retrouver ces vieilles BD, si c'est possible de les avoir en anglais, et si possible peut-être, ce qui serait l'idéal, traduite en français.
Mais déjà en anglais, si on arrive à mettre la main dessus, peut-être même juste en numérique, ça pourrait être déjà un bon pas en avant. Et après, il y a eu l'âge de bronze, donc à partir des années 70, où donc là, c'était inspiré carrément de... Ils ont essayé de rebondir aussi sur le film et sur la série télé. Alors on le voit, le roi Draco, là, avec la barbichette et la moustache, la longue moustache. Ça fait penser à Ming l'inflexible dans Flash Gordon, hein, encore une fois. Et on voit un vaisseau pirate avec la tête de mort sur le fuselage. Et là, effectivement, sur cette page, on voit le vaisseau blanc qui est inspiré du vaisseau des forces terrestres dans le film. Donc effectivement, ils ont respecté la charte graphique du film dans les nouvelles séries, les nouvelles BD de l'âge de bronze. C'est génial. C'est génial. BD de 1980, donc c'était encore un style différent là, c'était beaucoup plus SF de l'époque des années 80, style Métal Hurlant ou autre. Ah, c'est génial. Heureusement, je suis content d'être tombé sur ce site. Parce que c'est cool d'avoir remis la main sur ces couvertures, ces vieilles couvertures des comics de Buck Rogers. Super cool. Bon les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo qui, je dois dire, est d'utilité publique, puisque là on a fait un retour en arrière, un voyage dans le temps, on est revenu aux origines de Buck Rogers, et si vous ne connaissez pas du tout cet univers, si vous ne connaissez pas ce film, je vous invite à le découvrir, à essayer de vous procurer le DVD, ou peut-être le coffret DVD du film et de la série. Allez-y, vous pouvez le regarder en famille, essayez de découvrir tout ça, ou si possible, essayez de le revisionner si vous le connaissez déjà. Mais franchement, c'est un bon moment à passer, et aussi vous aurez des fous rires, enfin vous allez passer... Franchement, il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a de la science-fiction, il y a de l'humour, il y a un peu de sensualité. Donc en bref... Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment et pour vous faire rêver et pour vous faire oublier les tracas du quotidien. Et c'est ça qu'on aime dans la culture geek. Et donc je suis content d'être revenu sur cette thématique, d'être revenu sur ce sujet-là à l'occasion de cette vidéo et d'avoir pu en reparler avec vous. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens importants dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Partagez parce que c'est très important pour les générations d'aujourd'hui de leur faire découvrir tout ce qui est à l'origine de la science-fiction qu'ils voient sur les écrans aujourd'hui. Les prémices des œuvres de science-fiction, aussi bien littéraires, BD, cinématographiques, tout ça, Flash Gordon, Buck Rogers, tout ça, c'est les origines, c'est ce qui a contribué à façonner le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a aidé à grandir aussi, à me construire. Et c'est ce qui m'a fait rêver étant plus jeune et qui me fait encore rêver aujourd'hui. Je rêve toujours de ces aventures spatiales, d'être un héros peut-être un jour, capable de faire des voyages interstellaires, d'aller coloniser d'autres planètes et de vivre des aventures incroyables. Et quand je vois les fusées de SpaceX imaginées par Elon Musk, qui ressemblent à des roquettes, on ne peut que constater la similitude frappante que ces fusées ont, enfin ces vaisseaux, ces navettes spatiales modernes ont, cette similitude qu'elles ont avec les roquettes des comics d'origine, de Flash Gordon, de Buck Rogers, etc. Donc c'est dire, je pense qu'Elon Musk lui aussi a dû être inspiré par toute cette culture. Bien, et puis n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires de cette vidéo si vous avez encore chez vous des vieilles BD ou des traces de toute cette culture, de tous ces films, de toutes ces aventures spatiales. Ce serait vachement intéressant à partager, en tout cas avec tout le monde ici.
C'était DosGeek sur la TV42. J'espère vous avoir fait rêver un peu. En tout cas, moi, j'ai encore les yeux qui brillent. Je suis content. Voilà, j'ai le cœur qui a pétillé un petit peu rien qu'à voir les photos d'Erin Grey. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusque-là. Gros bisous à vous. Laissez parler le geek qui est en vous, ou en tout cas le héros spatial, le héros astronaute. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt, gros bisous, bidi bidi bidi.